Shalom Obracha, Ezrat Hashem. On va étudier aujourd'hui le début de la paracha de Vaïchi. La Torah commence par le pasuk Vaïchi Yaakov Be'eretz Mitzrayim 17 shana. Voici que Yaakov Avinu a vécu en Eretz Israël, en Égypte, 17 ans. Vaïhi Yaakov Shene Chayav, et Yaakov a donc vécu tout le long de sa vie. Sheva Shani Ve'arbaim Hachana, 147 ans. Vaïkriou Yemei Israël Amut. Et voici que les jours de Yosef, de Israël, donc de Yaakov, ont été comptés. Vaïkra Livno Yosef, il a fait son fils Yosef, et il lui a dit, je t'en prie, ne m'enterre pas en Égypte. Pasuk Lamed Alev, Vaïkra jure le mois, Vaïkra Yosef jure à son père qu'il l'enterrera en Eretz Israël. Et voici que Yaakov se prosterne sur son lit, donc en guise de reconnaissance vis-à-vis de Yosef. A priori, d'accord, le passouk Vaïchi Yaakov, c'est un passouk d'introduction classique, tout à fait classique. Et voici que le Midrash, et nous allons lire le Midrash aujourd'hui parce qu'il pose une question extraordinaire et une réponse non moins extraordinaire, mais qu'il faut déchiffrer. Nous dit le Midrash, Vaïchi Yaakov be'eretz Mitzrayim. Lama parasha zo stuma mikol haparashiyot shel haTorah. Pourquoi cette paracha est-elle stuma alors que toutes les parachiotes de la Torah ne sont pas stumas? D'abord, on va expliquer de quoi il s'agit. Si je prends le chumash, pardon, pas le chumash, je prends le Sefer Torah. Donc, la Torah apparaît en colonne. D'accord? Oui. En colonne. En ligne et en colonne. Maintenant, des fois, il y a ce qu'on appelle une parashia p'tucha, à savoir, une parashia se termine ici. On ne commence pas directement ici. On commence à la ligne. Ça, c'est ce qu'on appelle une parashia p'tucha. On commence à la ligne. Une parashia stuma, à savoir, donc ça c'est Pei. Pei. Pei comme Batoar. Et nous, on a une autre possibilité, une parashia comme ça. D'accord? Donc un blanc en plein milieu de la ligne, et ça on appelle Samer. Samer c'est quoi? Sgoura. Sgoura. Et on a une troisième possibilité, à savoir, comme ça. Et ça, c'est Satoum. C'est quoi Satoum? Aucune ouverture. D'accord? Donc, quelle est la question? Je vais expliquer la question. De façon générale, la Torah est découpée en parachiotes. C'est quoi une parachia? C'est pas Bereshit, Shemot, Vaïkra. Ça, c'est une sidra. D'accord? Dans le langage de nos sages, ça s'appelle une sidra. D'accord? Bereshit Shemot Vaïkra, c'est une sidra. D'accord? La sidra de la semaine. Mais une parashia, c'est quoi en fait? C'est un groupe de psukim. Et il y a un groupe de psukim donc, qui peut se terminer de façon par une parashia p'tucha, par une parashia stuma. Quand c'est Satoum et Sgoura, quand c'est Satoum et Gabriel, ça veut dire quoi? Que tu continues. D'accord? Donc maintenant, pourquoi c'était on revient à la ligne ou on laisse un blanc? Quelle est la logique? Passage de paragraphe, pas forcément une certaine période, mais surtout pour nous dire qu'on change de... C'est un nouveau paragraphe, on revient à la ligne. Ouais. D'accord? Tu reviens à la ligne, ça veut dire quoi tu reviens à la ligne? On passe de sujet. Donc, a priori, on commence une nouvelle sidra. Comment elle devrait être la nouvelle sidra? A priori, ou bien Sgoura, ou bien Doura, de façon générale. D'accord? Les Sdarot, comment elles commencent? Doura. Pourquoi? Il s'agit d'un nouveau sujet. Et voici que la paracha de Vaïchi, quelque chose d'extraordinaire. C'est pas qu'elle est Doura,
c'est pas qu'elle est Sgoura, elle est Stouma. En plein milieu, tu as le mot écrit. D'ailleurs, à chaque fois, le balcon, quand tu veux commencer à lire la paracha, Ouais, c'est moi qui gagne. il doit la chercher. C'est difficile. Donc, qu'est-ce que pose la question à l'agma en fait? C'est pas logique. C'est une paracha. Elle devrait être Ptoura. C'est le début d'une paracha. Une grosse paracha. Le début d'une sidra. Ça devrait être Ptoura. Moi, pourquoi on parle d'un nouveau sujet? Pourquoi il ne s'agit pas ici d'une période temporelle, moi je pense. C'est pour ça. Est-ce que si on dit qu'entre Vagash et Vayechi, il y a une période temporelle qui s'ouvre, donc c'est logique que ça soit Stouma, moi je pense. Pourquoi? Parce qu'on est dans le même sujet. Après, on va dire c'est entre parenthèses, c'est une période qui s'ouvre. On est en train déjà d'essayer de réfléchir à une réponse. D'abord, on a expliqué la question du Midrash. Oui. Maintenant, on va voir la réponse du Midrash. La réponse du Midrash. Donc, comment on appelle ça? On a dit Satoum. D'accord? La dernière option, c'est Satoum. C'est du quoi, Satoum? Je ne sais pas si on voit sur le tableau, ceux qui regardent le... On voit le Satoum? Ouais. On voit le Satoum. Très bien. Ça, ceux qui regardent aussi. Alors, Satoum en hébreu, ça veut dire quoi? Fermé, clôturé. Alors voilà. La question est claire? Oui. Elle est très claire. Question de base. Réponse. Elle. Kevan Sheniftar Avinu Yaakov, quand Yaakov est décédé, il trila Shebut Mitzrayim à Israël. À partir de ce moment-là, a commencé la galoute, le Shebut, l'esclavage pour le peuple juif. D'accord? Le peuple juif. Alors, revenons à notre. On va redessiner. D'accord? Nous avons donc notre paracha Stouma, écrit au milieu comme ça. Alors, pourquoi la paracha est Stouma? Première réponse du Midrash. Quand l'esclavage commence à la mort de Yaakov. Donc, l'esclavage commence. Mais quand il commence? À la mort de Yaakov. Première réponse. Deuxième réponse. Alors, comment le Midrash il apprend ça a priori? Le mot Satoum, ça veut dire Ah, c'est le pressé, non? pressé, corps extriqué, fermé. Donc, on parle de quoi? De la galoute. Quelque chose comment ça s'appelle, d'étouffant. Première, d'avar après. Et la mar est Stouma. Pourquoi la paracha est-elle Stouma? Il a voulu dire le Ketz. Le Ketz, c'est quoi? La délivrance. Il a voulu dévoiler la délivrance. Et qu'est-ce qui s'est passé? Nistam imenu. Il n'a pas réussi. Donc, c'est quoi la deuxième réponse? D'accord? Donc, n'a pas réussi à dévoiler le Ketz. Le Ketz. Pourquoi? D'où on apprend ça? Le mot Satoum, ça veut dire qu'à Satoum, fermé. Donc il a voulu dire quelque chose et qu'est-ce que ça a été fait? C'est fermé. Troisième explication. Lama Estouma, pourquoi elle est Estouma? Alors Satoum, ça veut dire quoi? Fermé. Ça a été fermé pour Yaakov, les difficultés. C'est-à-dire qu'il a arrêté d'être en difficulté. Donc il n'y a plus de... donc moins de... enfin, terminer les difficultés. Bon, c'est pas grave, c'est écrit, vous avez compris. Donc, on va dire trois explications. Pourquoi c'est fermé de... Ça tombe, ça veut dire fermé. Donc on a fermé la porte aux difficultés. D'accord?
On reprend les 3 explications. L'esclavage commence à la mort de Yaakov. Donc Satoum, ça veut dire fermé, ça veut dire que on va commencer à être empressé, enfermé. Yaakov a voulu dévoiler la délivrance. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les portes du ciel ont été fermées devant lui, il ne peut plus voir, il ne peut plus expliquer. Troisième chose, Yaakov est venu toute sa vie à souffrir. Et voici qu'on a fermé la porte sur les souffrances. D'accord? C'est clair? Ouais. Nous avons répondu à la question pourquoi la parachia était-elle Satoum. stoma? Parce que là, c'est fermé. Est-ce que ces réponses vous convainquent? Non, pas du tout. Pourquoi pas? Je vous ai dit. Alors, déjà parce que plusieurs fois dans la Torah, ici, il y a des événements où la chose est considérée comme oppressante ou oppressante, et pour autant la paracha elle est Tu dis, c'est pas à chaque fois qu'il y a une difficulté dans la Torah que automatiquement il y a une parachia qui est stoma. D'accord. Pour la première raison, on dit que le Shibud a commencé après la mort de tous les frères. Et là, on s'est considéré comme après Jacob. C'est une bonne question, mais on va pas en traiter. On va pas en traiter. Quand tu vas répondre à la question de la mort de Jacob, tu vas quand tu vas répondre à ta question aussi. Moi j'aurais une autre question. De quoi on parle dans la paracha? On a écrit Jacob. De la vie et pas de la mort. Pas de la mort. Alors, Non, c'est sûr. ça commence à la mort de Jacob. Elle devrait être où la paracha Souma? Après? Après, oui, c'est sûr. Après, et pas Avant. quand tu parles de sa vie encore. Bah oui, c'est Ah oui, C'est pas logique. Bon. Il a voulu dévoiler la quête. Ouais, c'est trop bizarre, il n'y a pas trop de lien, je crois. Hein? C'est un peu artificiel comme réponse. Oh, ce que tu es en train de me dire là, c'est une autre question. Et tu me poses une très très bonne question. D'abord, avant de poser ta question, qui est une très bonne question, qui est la question de fond, j'ai une autre question à vous poser. Où c'est qu'il y a une allusion dans le texte qui veut dévoiler quoi que ce soit? On est en train de parler maintenant qui bénit Yosef et ses enfants. Où c'est qu'il va dévoiler quoi que ce soit là? Hein? D'abord, il y a un autre, il y a Rashi qui parle de dévoiler le caisse, mais pas maintenant. Beaucoup plus loin. À la fin de la paracha, n'est-ce pas? Dans tous les cas, il n'y a aucune allusion dans les psukim. Troisième question. Terminer les difficultés de Yaakov. Bah, au contraire, alors. Hein? À la limite, au contraire, parce que quand on lui a ouvert. Si déjà on termine les difficultés, on aurait pu avoir une paracha comment? Pourquoi? Une belle paracha bien, Distinct. bien ptoura. D'accord? Si on dit on va sur le mot Satoum ou pas toi, qu'est-ce que tu veux dire? Toi. Pas toi. De façon générale, je pense que ta question est une question plus forte encore que toutes les questions qu'on a posées. Et c'est la question qui dit. Qu'est-ce que tu as dit comme question? Moi j'ai dit que les réponses ils étaient trop artificielles. C'est artificiel. Alors, qu'est-ce qu'il veut nous dire notre cher ami quand il nous dit qu'il s'agit de réponses artificielles? Je vais vous expliquer en français ce qu'il veut dire en hébreu. Alors, ce qu'il a voulu dire, c'est la chose suivante. Je t'explique? Alors, ce qu'il a voulu dire, c'est la chose suivante. Il dit a priori, d'accord? Ici, j'ai toutes les réponses de nos sages, là, il s'agit d'un jeu de mots. Parce que le mot Satoum en hébreu, on l'a dit, ça veut dire fermé. Alors maintenant, on fait plein de drachot sur le mot Satoum. Et moi, j'aurais dit comment? Tu peux avoir un sujet. C'est quel rapport avec le sujet? Satoum. La question, c'était quoi? Pourquoi c'est fermé? On dit, c'est fermé parce que le mot Satoum. En fait, moi, j'aurais dit autre chose. Je dis autre chose, regarde. Entre ce passage et le passage d'avant, combien il y a de place? Normal. Il y a un espace. Comment ça dit un espace en hébreu? Révar. Bon, alors Ravar, il a aimé Israël. Alors le peuple juif a été très heureux. Tu vois? Parce qu'on appelle ça une parachia stouma. Alors maintenant tu nous dis Nistam elem chez l'Israël, Nistem mutzarotam. Quel rapport? Soyons sérieux. C'est un jeu de mots. Vous avez compris? C'est ça quand il a posé la question. C'est artificiel. C'est-à-dire qu'il s'agit là d'un jeu de mots qui ne répond pas à la question. Oui. D'accord? C'est-à-dire qu'il tourne autour du pot. Quel rapport? D'accord? Vous avez compris? Imaginez-vous que ça aurait été appelé autrement. Si on avait appelé la parachia autrement. Pas Stouma, on aurait appelé, je sais pas moi. On aurait fait des midrashim. Parachia Retsoufa. Alors on dit, Retsoufa, donc c'est quoi?
Bon. Alors ils ont pris le bus parce que ça s'appelle Ratsif. D'accord, la tachana d'autobus s'appelle un Ratsif. Donc tu veux dire ils ont pris le bus. Parce que c'est pas un charret de souffle. Aucun rapport. D'accord? La question est claire? Ouais. Très bien. Alors, je vais vous donner, on va lire une très belle explication du Sfat Emet. Et après, on va passer à une autre manière d'expliquer les choses. Alors, le Sfat Emet, d'accord, le Admon Migo, nous dit la chose suivante. Le Midrash Parasha Zostuma, Shnistam Elehem Liba Israël. Donc, dans la Midrash, il y a marqué que la Parasha est Stuma parce que le peuple juif était en Galout. Aïnial, les Arot Israël aussi Rocher. C'est pour nous dire que ce qui se passe avec le peuple juif, ça laisse une empreinte. Donc, de la même manière que les yeux et le cœur du peuple juif ont été fermés à cause de la Galout, car de la même manière, la Torah a été stuma, la paracha a été fermée. C'est ce qui est marqué, moi je suis avec toi dans la difficulté. C'est-à-dire que quand je me est avec nous dans la difficulté. Qu'est-ce qu'il explique là devant Mikou? Comment il explique les choses? Et il dit c'est quoi une paracha stuma en hébreu? C'est une paracha qui est fermée, à savoir. D'accord? Les choses ne sont pas très claires. Quand tu passes à la ligne, d'accord, l'exposition elle est claire. Comme on l'a dit, le Balkori doit chercher. Donc il y a une difficulté. Le fait qu'une paracha est stuma, ça crée une certaine difficulté dans la lecture. Les choses ne sont pas aussi claires. C'est quoi? Akadosh Baruch Hu, quand il écrit la Torah et qu'il arrive à la galoute du peuple juif, les voix troublent. C'est difficile pour lui. Alors comment on a dit d'écrire la Torah? De façon trouble. Une parashia stuma. Vous avez compris? Ouais. C'est-à-dire que, on va dire que le Sfat Emet, il est arrivé, il passe à un autre niveau. Il n'est pas en train maintenant de nous faire un jeu de mots. Il nous explique qu'une parashia stuma, c'est quoi? C'est une difficulté. Donc il y a une difficulté, Akadosh Baruch Hu il est en difficulté avec. D'accord? Alors, cette explication, a priori, qu'est-ce qu'elle nous explique? Elle nous explique le premier Midrash. Mais ce qui passe après. Par exemple, le Midrash nous dit qu'ont été terminées les difficultés de Yaakov. Ça va marcher? Ah non. Si tu dis que les difficultés de Yaakov ont été terminées, donc là maintenant tu expliques le mot stuma de façon positive. Donc tu ne peux pas dire maintenant c'est que c'est écrit avec difficulté. D'accord? C'est une première question. De façon générale, d'accord? Ça a plus l'air, cette explication du Sfat Emet a plus l'air d'être un drouche sur le Midrash que l'explication du Midrash dans les mots. Bon, dans tous les cas, c'est une très belle explication. C'est sûr qu'Akadosh Baruch Hu est avec nous dans nos difficultés, mais ça nous amène vraiment à nous poser la question, qu'est-ce qu'ont voulu nous dire nos sages? Et nous avons déjà l'habitude que le Midrash, c'est pas des histoires, c'est pas des droshim, c'est une explication approfondie du passage. Très bien. Alors, une fois qu'on a vu ça, nous allons commencer à expliquer le Midrash de façon différente. Et pour cela, nous allons réfléchir dans le pshat. Dans le pshat le plus pachou. Vous vous rappelez les trois options? Oui. Très bien. J'efface. Et nous allons nous approfondir sur la situation suivante. Nous avons une parashia Ptucha. Pardon, comme ça. Et nous avons par hasard, par rapport à elle, une parashia Stuma. Si je prends ce pasouk-là ici, et ce pasouk-là ici, quelle différence y a-t-il dans la lecture? On a l'impression que c'est la suite de la phrase dans l'autre, on a l'impression qu'on passe. De façon très claire. Si je reviens à la ligne, je lis ça comme. Une nouvelle chose, un nouveau sujet. Tu vois pas ici? Pas une suite. Ah, dans la caméra, on voit quoi? On voit celui-là et pas celui-là? Ouais. Le jeton. Non, ça va. On va s'arranger.
Comme ça, on regarde pour les caméronautes. On va leur montrer comme ça, qu'ils puissent voir. Alors, on peut faire comme ça, une parachia Toucha. Et la parachia l'Estouma ici. Quelle différence entre ce pasouk-là et ce pasouk-là? Dans le Passouk après la Ptucha, c'est en général, il y a un Passouk d'introduction. Donc, a priori, s'il s'agit d'une parachia Toucha, on est revenu à la vie. Donc, le pasouk-là, ce pasouk-là est un pasouk Un nouveau sujet. introduction. Ouais. C'est l'introduction au nouveau sujet. Ouais. Alors que s'il s'agit d'une parachia C'est Toucha, une suite. c'est la suite. Comment on va comprendre ce pasouk? Pas comme l'introduction du nouveau sujet, mais comme quoi? Mais comme la suite du sujet qu'il y a avant. D'accord? Maintenant, a priori, va écrire Yaakov, c'est quoi? C'est la suite, ouais. C'est un nouveau sujet. Va écrire Yaakov. Maintenant, qu'est-ce qu'on va devoir faire maintenant? Je vous donne la démarche. La démarche, vous allez comprendre comment nos sages, il n'y a pas comme nos sages. Il n'y a pas, c'est extraordinaire nos sages. Comment nos sages ils expliquent, ils disent la Torah. Quand ils se posent la question, Parashia Ptucha ou Parashia Stouma, qu'est-ce qu'ils se posent comme question en fait? Quelle va être la lecture différente? Parce que la Torah a marqué ça, Stouma, par rapport si la Torah avait marqué ça, Ptucha. Ça veut dire que la question du Midrash c'est quoi? Quelle est la question du Midrash? Quel est le sens profond au niveau de la lecture du Pshat, de la différence entre une parachia Ptucha et une parachia Stouma? D'accord? Quelle va être la conséquence au niveau du Pshat? D'accord? On va commencer tout de suite, on va voir l'exemple, ça va être très clair. ויקריא יעקב בארץ מצרים 17 שנה, והיו עם יעקב בבאר חייו 7 שנים 41 שנה. Donc, Yaakov a vécu 17 ans en Eretz Mitzrayim. Il appelle Yosef pour le bénir. Et il lui dit, je t'en supplie, ne m'enterre pas en Égypte. Bon, alors pourquoi il y a marqué Vaïchi Yaakov, je vais essayer Shana? C'est quoi? A priori, si c'est une parachia Ptucha, c'est quoi? Un nouveau sujet. C'est un nouveau sujet à savoir. C'est le passouk qui te donne la date Voilà. de ce qui va se passer. C'est clair ou c'est pas clair? Pour moi, c'est pas trop clair. Très clair. Bon, tu te dis, on a un nouveau sujet, la date introductive. Yaakov a vécu 17 ans en Égypte. Il veut mourir, il ne veut pas vivre il ne veut pas être enterré en Égypte. Par contre, s'il y a une parachia Stouma, qu'est-ce que je dois faire maintenant automatiquement? Il y a rappelé déjà. Ah, je dois lire ce qu'il y a avant. Oui. Pourquoi? C'est la suite de. Comprendre ce qui est marqué avant. Lisons ce qu'il y a avant. Le passouk juste avant. Je vous lis le passouk juste avant. Vayeshev Israël be'eretz Mitzrayim be'eretz Goshen. Le peuple juif s'est installé en Égypte, dans la ville de Goshen. Vayechazuba. Ils se sont implantés solidement. Vayefu ba'erbu me'od. Et ils ont très très bien réussi. Passouk juste après. Yaakov Avinu a vécu 17 ans en Égypte. Si, c'est une suite. Pour moi, c'est une suite. Alors, si je lis ça comme une suite, qu'est-ce que ça veut dire? Que là, ça veut dire que parce qu'il est à Goshen, il a vécu. Ça veut dire quoi? C'est la suite, ça veut dire quoi? Quand je t'ai dit juste avant que le Bnei Israël, ils ont kiffé leur tête, ils se sont épanouis, c'est devenu extraordinaire. Dans ce cadre-là, qu'est-ce que je te raconte? Yaakov, il est vivant, quoi. Yaakov Avinu, il a vécu en Égypte 17 ans. Il a vécu! Oui. Ça veut dire quoi il a vécu? Il a Il a profité. Voilà. Comment dire en hébreu? Ou à Sachaïm. Il a fait C'est une vie. Il a fait la belle vie. Il a commencé à vivre. C'est-à-dire, vous avez compris la différence? Si je commence Vaïchi Yaakov, comme au début de Parashia, il s'agit d'une date. Mais si je te dis que le Vaïchi, c'est la suite de ce qui est marqué avant, alors ça ne devient plus une date, ça veut dire quoi? Ça devient la description du fait que Yaakov Avinu, comme tous ses enfants qui ont réussi, qui ont prospéré en Égypte, et qui ont réussi en Égypte, d'accord? Et qui ont fait la belle vie en Égypte, Yaakov Avinu, lui aussi, il a fait la belle vie pendant 17 ans. Et nos sages nous posent la question, pourquoi la parachia est-elle Stouma? Cette réponse, pour te dire que quoi? C'est la suite. Pour te dire que quoi? Comme il n'y a pas de souffrance. Que Yaakov a arrêté de souffrir. Troisième explication du Midrash. C'est dans ce Fatémen, ça ou? Non, c'est moi qui t'explique maintenant. On explique le chat du Midrash.
Vous avez compris le pshat du Midrash? Ouais, c'est très logique. C'est très logique, d'accord? On va dire qu'il n'y a pas de lecture plus limpide que la lecture de nos sages. Quand nos sages, ils nous disent pourquoi la paracha est stouma, pour te dire qu'il y a quand même de souffrir, ça veut dire quoi? On n'est pas en train d'expliquer le mot satoum. On est en train de te dire quelle est la signification que cette paracha-là se continue la paracha précédente. C'est simplement pour te dire qu'il ne s'agit pas d'une date introductive, mais il s'agit de la description de la situation de Yaakov. Yaakov a commencé à vivre en Égypte. Il a bien vécu en Égypte, 17 ans. Donc ça, je me dis, ça veut dire quoi que alors il faut un jeu de mots. Mais c'est un jeu de mots à comprendre, à déchiffrer. Yaakov Avinu a arrêté de souffrir en Égypte. Il a arrêté de souffrir, c'est terminé. À partir de cette époque-là, Yaakov Avinu ne souffre plus. Il a vécu. C'est les seules périodes de sa vie où on peut dire que Yaakov Avinu, il a vécu. D'accord? C'est clair? Très clair. Vous avez compris la démarche logique? Oui. À partir de maintenant, on va encore continuer à réfléchir. Alors, on va expliquer. Et c'était quoi la deuxième? Non, on va commencer par la troisième. Alors, par la première. Alors, c'est réfléchi. Alors, c'était quoi la première explication? La mort de Jacob. Non. Non, la première, c'était l'esclavage à la mort de Yaakov. A priori, on a posé une question extraordinaire. On a dit quoi? Que l'esclavage commence après la mort des frères. Oui, ça c'était ta question à toi. C'était pas notre question. Une question. C'était pas notre question. Nous avons posé une question. On a posé la question. Que si c'est comme ça aurait dû être, ou c'est que la paracha doit être. Ah oui, après la mort de... Après la mort, mais pas avant qu'on raconte sa vie. D'accord? Alors, pour répondre à ça, qu'est-ce qu'on doit faire? Non, Midrash, on a le Midrash. D'accord? Mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Maintenant, on va expliquer, on va relire les psukim. Comment on va relire les psukim? On va dire, bon, où c'est qu'elle commence la paracha d'avant? Et où c'est qu'elle se termine? Puisque finalement, il ne s'agit pas, on a dit, d'une date, il s'agit de quoi? De la suite. Alors regardez, comment commence la parachia précédente? Comment commence la parachia précédente? Vaïgash et la viole. Mais non. Parachia, pas paracha. La parachia, pas la paracha. Ça commence au Shishi, Betouda, Shalach, Fana, Yosef. Quoi la parachia? Hein? Ça commence au Shishi. Betouda, Shalach, Fana, Yosef, le rôle. Voilà. Vous commencez où c'est qu'il y a un P, où c'est qu'il y a un Samer. D'accord? Alors c'est quel passage, dis-nous? Même Vav, Kafret. Même Vav, Perek Même Vav, Passouk, Kafret. D'accord? Donc, Perek Même Vav, Passouk, Kafret, c'est le Shishi de Parachat Vaïgash. Là-bas, il y a un Samer. Oui. Donc, comment il commence la parachia là-bas? Veit Yehuda, Shar Nefanav, El Yosef, le roi Nefanav Goshna, et Avor sa gauche. De quoi il s'agit? Non, c'est pas que Yosef a été en gauche, comment c'était pas. Non. Non, Yehuda. Oui. Jacob et nous descend d'Égypte, qu'est-ce qu'il envoie? Il envoie lui quoi? Il veut faire des Pour faire de préparation. Voilà. Non, on dit les tu as raison, c'est ce que nous disent nos sages. Dans le Pour faire la découverte. a priori, il préparait le terrain. Voilà. D'accord? Comment un juif il prépare le terrain, où il met Knesset, où il met Midrash, etc. Mais ça c'est un Midrash. Mais dans le Pshat, il a dit, bon, prépare le terrain. Donc de quoi il parle cette paracha de façon générale? L'installation. De l'arrivée de Yaakov. De l'installation et pas de quoi? Du caisse. Non. Pas de la, Et pas de quoi? pas de la mort, non. Pas de l'installation et pas de quoi? De la destruction. Et pas de l'esclavage. Et pas de l'esclavage. Il s'agit de l'installation en Égypte. Manque le fait que Ah mais c'est les conséquences. Alors, L'esclavage c'est la conséquence. Une seconde, c'est la conséquence de l'esclavage. D'abord, on parle de l'installation. Oui. Maintenant, si c'est le début de la paracha, et où c'est que se termine cette paracha? Vaïgash. Non, Non, on va écrire. dans Vaïri, puisque les parachia, elle est stouma. Donc cette paracha, elle se termine quand? Quand Yosef. Quand Yaakov il dit, je vais mourir, Tu vas m'enterrer. je vais mourir, Shachafti Mavotai, et tu vas monter en Égypte. Et tu vas monter en Israël. Bon, vous avez compris ce qui se passe? Oui. De quoi il s'agit? Genre c'est temporaire en Égypte. Une seconde, c'est pas temporaire en Égypte, c'est pas ma question. Qu'est-ce qui se passe?
Si c'est Parashia Ptocha, Vaïchi, c'est quoi? C'est une date. Si c'est Parashia Stouma, donc comment je peux comprendre ce pasouk? À l'instar de quoi? C'est la continuité. Du sujet général de la paracha. Quel est le sujet général de la paracha? L'installation. L'installation. Et pas une date. C'est pas l'esclavage. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Que ce pasouk Vaïchi Yaakov, de quoi il s'agit? C'est un pasouk qui fait partie de quoi? Vaïchi Yaakov en Égypte. De la suite. De l'installation et pas de l'esclavage. Ah oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi tu peux dire que l'esclavage, pourquoi tu peux dire que le Shi'about Mitzrayim, il ne commence que après sa mort. A priori, à partir du moment où il vit en Égypte, eh bien ça y est, il vit en Égypte. Donc il est déjà en terre étrangère. Mais le sage, comment il lit ça? Il dit attention une seconde, c'est pas marqué comme ça dans la Torah. Dans la Torah, c'est marqué dans quel paracha? Vous comprenez que la logique aurait dû commencer en paracha Ptocha. Pourquoi? Je te dis, bon, ils sont arrivés en Égypte, et après, paracha Ptocha, bon, ils ont vécu en Égypte. Deuxième sujet. Ouais. Vous avez compris ou pas? Non, ça, bien sûr. A priori, tu aurais dû dire, s'il y avait écrit Ptocha, ça aurait été très logique. Tu aurais dit, ils sont descendus en Égypte, et après, ils ont vécu en Égypte. Mais la Torah, c'est pas marqué comme ça. Les 17 ans de vie de Yaakov en Égypte, ils sont marqués où? Dans l'installation. C'est-à-dire qu'ils s'est jamais vraiment installé. C'est-à-dire quoi? Il s'est jamais vraiment installé. Il s'est vraiment installé. Non, il s'est où installé? Il a vécu 17 ans là-bas, il a vécu 17 ans. Oui, mais il n'a pas vécu ici en tant que citoyen, disons. Tout le temps quoi? Il y avait Yaakov qui était en vie, c'est pas encore la galoute, il avait une certaine frida. A priori. Surtout qu'il voulait. Ça veut nous dire que quoi? Il voulait se faire entrer. Que tant qu'Yaakov a Avinu est en vie, on va dire, qu'est-ce qui reste encore? Qu'est-ce qu'il y a encore ici parmi nous? La Shrina. La Shrina. La Shrina en roule. Il y a qui? C'est qui Israël? Israël, c'est Yaakov. Oui, mais c'est pas ça. Vous avez presque commencé à dire juste, mais après vous avez. Bon. Le Ham Israël. Tant qu'Yaakov, il est vivant. Un homme Israël est soudé. L'esprit Eretz Israël est présent. L'expressionniste. L'expressionniste est présent. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi en Bretagne? Pourquoi? Jacob et nous, il a vécu toute sa vie en Eretz Israël. Maintenant, il est en Égypte, pendant 17 ans. Mais tant qu'on voit Yaakov, qu'est-ce qu'on voit en fait? On voit tout. On voit tout le passé, toute l'histoire, d'accord, de Abraham, de Yitzhak, de Yaakov. On va dire, la présence d'Eretz Israël, elle est parmi nous. Pourquoi? Parce que Yaakov, il est là. Voilà. Quand Yaakov meurt, surtout qu'il ne veut pas se faire enterrer. D'accord, mais quand Yaakov meurt, qu'est-ce qui se passe? C'est là véritablement que commence, on va dire, l'esclavage psychologique à l'Égypte. C'est-à-dire qu'on ne devient véritablement, d'accord, les citoyens égyptiens et des esclaves d'Égypte que quand? Que quand on oublie notre lien avec quoi? Avec notre Eretz Israël. Quand c'est que ce lien a été oublié? À la mort de Yaakov. C'est pour ça que nous disons, pourquoi la parachia l'Estouma? Parce que l'esclavage a commencé à la mort de Yaakov. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai. Puisque comment la parachia se termine? Avec la mort de Yaakov. Et tant qu'Yaakov il n'est pas mort, ça fait partie de quelle parachia dans la Torah? La parachia de... Quelle parachia? La parachia de l'installation et non pas de la vie en Égypte. On va dire comme ça. Ça veut dire que la véritable vie en Égypte ne commence que quand? Que quand Yaakov est vivant. Tant qu'Yaakov il est vivant, il y a encore un lien, un certain lien avec Eretz Israël. Donc la parachia l'Estouma, pour te dire que quoi? Comprends, l'Égypte ça commence véritablement que quand? Qu'à la fin de cette paracha. D'accord, il y a une sorte de Bollywood. Une seconde, qu'à la fin de cette paracha. Parce que c'est Satoum, donc c'est lié à la paracha d'avant. La paracha d'avant c'est la descente en Égypte. C'est pas encore la vie en Égypte. La vie en Égypte ne commence qu'à la fin de cette paracha. Quand Yaakov est. Vous avez compris? Oui. Vous avez compris comment nos sages nous expliquent la quintessence du pshat?
l'essence du Pshat. Oui. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez dit qu'il y avait une sorte d'esclavage psychologique, c'est-à-dire qu'il y avait une bollywood, une assimilation. Bien sûr. C'est-à-dire que tant qu'il y a Jacob, alors je vous donne un exemple, c'est vraiment, on va dire que les choses sont très importantes par rapport à nous. C'est-à-dire que quoi? Quand tu passes d'un endroit à un autre, d'accord, on va dire que la charnière, d'accord, donc comment ça s'appelle, la génération charnière, elle est très importante. Pourquoi? Parce que c'est la génération qui fait véritablement passer le message. D'accord? Vous êtes, vous, des jeunes Français qui font leur alia, vous êtes une génération charnière très très importante. Pourquoi? Parce que vos enfants vont naître en Israël, Bezrat Hashem. Ils ne vont pas savoir ce que ça veut dire se balader avec une casquette parce que tu ne peux pas mettre une kippa. Ils ne comprendront pas. Tu dis en route, ça va être sans la casquette. D'accord? Eux, ils se baladent avec la kippa comme ça. D'accord? C'est même pas une question. C'est pas une question, vous comprenez? Pour lui, vivre parmi des juifs, c'est quelque chose de tout à fait naturel. Se défendre avec son armée, c'est tout à fait naturel. Tu n'as pas peur d'appeler le policier qui va te regarder en rigolant. C'est pas... vous comprenez? C'est pas comme ça. Tu vois, j'ai dit qu'il y aura des policiers, on ne peut pas compter sur eux. Il faut se défendre soi-même. C'est pas comme ça. C'est nos policiers, c'est notre armée. D'accord? Ça, c'est un côté. De l'autre côté, justement, ce jeune Israélien qui est là ici, il peut se dire, bon, ben, on vit comme dans tous les peuples. Comme tous les peuples, ils vivent dans leur pays. Nous aussi, on vit dans notre pays. Et qu'est-ce qu'il oublie? Il oublie que, attends, on a souffert 2000 ans pour justement nous enseigner que quoi? Qu'on n'est pas un peuple comme tous les peuples. On n'est pas venu construire une nation comme toutes les nations. Nous, on est venus pour construire ici un pays de sainteté. Nous, ça fait 2000 ans qu'on attend de revenir ici pour construire le temple, pour créer un pays qui soit exemplaire au niveau des morales, au niveau du service divin. Maintenant, ceux qui ont vécu en route, ça leur est clair. Pourquoi? Pourquoi ça leur est clair? Parce que justement, quand ils ont vécu parmi les goïms, alors ils savaient très bien c'est quoi la différence entre un juif et un goï. Alors c'était très clair qu'on attend de revenir à Sion, pourquoi? Pour finalement reconstruire l'autre terre, d'accord, dans l'optique de la Torah. Mais celui qui naît ici, pour lui, ça lui est tout à fait naturel, et des fois ça peut lui paraître, regarde, vous savez, des fois il y a des gens qui disent, tu sais, en route ça l'arrête, c'est qu'il faut être religieux, parce que sinon tu n'es pas religieux, tu vas t'assimiler. Mais en Israël, il n'y a que des juifs. Ça n'empêche pas l'assimilation. Hein? Ça n'empêche pas l'assimilation. De quoi? Être juif en Israël, pas trop pratiquant. Non, justement, tu ne peux pas t'assimiler, il n'y a que des juifs. Il n'y a pas d'assimilation, il n'y a que des juifs. D'accord? Donc, c'est quoi ça? C'est une erreur d'optique. On est d'accord que c'est une erreur d'optique. Mais qui c'est qui est responsable de faire passer le message? Et nous? La génération charnière. Toi qui étais en route salariée. Hein? Faut leur dire. Voilà. Vous écoutez? Toi qui es la génération charnière, tu vas voir tes enfants. Dis-leur, tu sais mon fils, quand j'étais jeune, moi j'ai fait Malia. Et quand j'étais allé, il faut que tu saches, quand j'étais là-bas en France, c'était pas tout le temps, on n'a pas tout le temps vécu comme ça dans notre pays. Ce qui te paraît toi naturel, c'est une chance. Mais moi quand je suis né, on m'a mis la casquette sur la tête, on m'a pas mis la kippa. D'accord? Et quand je partais dans le métro, je regardais tout le temps, à droite, à gauche, devant, derrière, faire attention. Qui c'est qui se balade, pour pas être attaqué dans le dos sans m'en rendre compte. D'accord? Je me baladais dans mon pays, et quand je payais les impôts, pourquoi? Pour le drapeau français. C'est bien, en connaissant la France. C'est sûr, quand on est là-bas, il faut payer ses impôts. Mais finalement, donc je paye mes impôts pourquoi? Pas pour mon armée, Pas pour amour. pas mon, comment ça s'appelle, mon peuple. C'était là. Non. Il fallait le faire. C'est un comme ça s'appelle, un devoir civique à remblir. D'accord? Mais quand je donne ici des impôts, je lui dis, tu sais, quand on fait des impôts, on va faire des hôpitaux. Ah bon, Rachel, on va sauver mes frères. On va sauver mes sœurs. Avec les impôts, on va, comme ça s'appelle, développer l'agriculture. D'accord? Il ne s'agit pas des vaches de Normandie. D'accord? Il s'agit du Galil, à nous, le nôtre.
Marguerite. C'est pas la même chose. Donc mon fils, moi quand j'étais en route à l'arrêt, d'accord, sache-le, j'étais esclave d'une autre nation. Je travaillais pour une autre nation. J'en ai profité, je suis reconnaissant, je suis redevable, mais j'ai travaillé pour une autre nation. Toi, mon fils, tu as la chance de travailler pour ton propre peuple. N'oublie jamais de dire merci à Kadosh Baruch Hu. Et de l'autre côté, mon fils, n'oublie jamais d'où tu viens. On a souffert 2000 ans, hein, pas pour venir ici créer un pays comme tous les pays. Si tu vas te comporter comme le Danemark, le Danemark. Le Danemark. Non, Danemarkien, comment on dit ça? Ah, Danois. Ah, le Danois. Si tu vas te comporter comme le Danois au Danemark ou le Français en France, ça oui. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? C'était pas la peine d'attendre 2000 ans pour créer un État pareil. On a attendu 2000 ans pour créer quelque chose de différent. Sur qui ça incombe, ce rôle? La génération charnière. Tant qu'Yaakov avec nous est vivant, on n'a pas vraiment commencé la vie en Égypte. On n'a pas vraiment commencé la vie en Égypte. Et le rôle de Yaakov est prépondérant. Prépondérant. En fait, on aura commencé véritablement la vie en Israël lorsqu'il y aura plus Quand tu auras la deuxième génération. La deuxième génération. Hein? La deuxième génération. C'est chaque époque, d'accord? Chaque époque a son comment ça s'appelle? A son importance, d'accord? A son rôle. Et on va dire que c'est même pas par rapport à nos enfants, c'est par rapport aussi à nos amis. Vous êtes à la Yeshiva, d'accord? Et à côté de vous, des Israéliens, on va dire de souche. Ah oui, maintenant. D'accord? Des fois, tu leur dis route à l'arrêt, ils comprennent pas. Et pour eux, tu as l'impression route à l'arrêt, on va faire un tioul, on va s'éclater, on va faire un truc. Tu dis, mais où tu vis, mon vieux? Alors, c'est hyper dangereux. Hein? Tu vois, c'est quelque chose d'un vendredi hyper dangereux, tu vas sortir. Ben ouais, ils peuvent pas comprendre. Il faut leur dire, écoute, d'accord, c'est-à-dire, je viens pour faire ça peut être une petite excursion, ça peut être sympa, mais enfin, comprendre, vivre là-bas, c'est différent, c'est autre chose. Non, c'est autre chose. C'est pas forcément que tu vas souffrir. D'accord? Il y a des pays qui sont hospitaliers, qui sont gentils, tout ce que tu veux. Mais enfin, on n'est pas chez. On n'est pas chez moi. D'accord? Ça c'est. Donc vous avez compris? Donc la Torah elle nous dit, tu lis ça, tant qu'Yaakov Avinu il est vivant, l'Égypte n'a pas véritablement commencé. Troisième vision des choses. Troisième vision des choses. Nista Maketz. Ah oui. Nista Maketz. C'est quoi ça, Nista Maketz? Il a oublié de donner le. Il ne dévoile pas le Ketz, la fin. De quoi il s'agit? Alors, je vais expliquer de façon générale qu'il ne s'agit pas ici de la fin des temps. Pourquoi? Parce que la fin des temps, il y a un autre midrash qui nous dit que Yaakov a voulu dévoiler la fin des temps, mais pas ici. Quand il a fait la bénédiction à ses enfants. Oui. Beaucoup plus tard, donc à la fin de la paracha. Donc là, a priori, la question du midrash est une autre question. De quel Ketz il s'agit ici? Pas Ketz Hayamim. Ketz Hashibud, de quel Shibud? D'Égypte. Le Ketz de la Shibud d'Égypte. À savoir, Yaakov Avinu est le détenteur d'une certaine névoie. De quelle névoie il s'agit? Brit Ben Abetarim. Abraham Avinu a reçu la névoie que son peuple va être en galoute, en esclavage. Yitzhak Avinu fait passer le message à son fils Yaakov. Et voici que Yaakov descend en Égypte, lui et toute la famille. Qu'est-ce qu'on aurait attendu de Yaakov? Qu'il transmette. Que quoi? Qu'ils disent à ses enfants? Qu'ils disent quoi à ses enfants? Hé, vous êtes fous? Réveillez-vous! Comment ça vous pouvez vous implanter ici et vous vous sentez bien chez vous ici? Le dernier passouk de la paracha de Vaïgash. Le dernier passouk, c'est un passouk horrible. Vous voyez, chez Israël, Béretz Israël, les enfants d'Israël se sont implantés en Égypte. Béretz Goshen, ils se sont enracinés. Vaïfrou, ils se sont multipliés, épanouis. C'est-à-dire quoi ça? Qu'est-ce qui s'est passé aux enfants d'Israël en Égypte? Ils se sont sentis chez eux. Ils ont commencé à se dire, je suis un Français juif. Ah oui. Avant tout français. Oui. D'accord? Donc quand tu les voyais les enfants d'Israël en Égypte, qu'est-ce que tu disais? C'est qui toi? L'Égyptien.
de religion juive. D'ailleurs, Moshe, même Moshe. Hein? Égyptien de religion juive. Qui c'est qu'on a entendu qui lève le drapeau et qui crie, qui hurle? Et qui disait, mais vous êtes faux, réveillez-vous! Qui c'est qui aurait dû se réveiller? C'est Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, on a entendu de lui que qu'est-ce qu'il fasse? Qu'il dise, réveillez-vous, c'est pas notre pays, retournons à la maison dès qu'on a l'occasion. Qu'est-ce qui se passe au contraire? La paracha à l'estouma. Ça veut dire quoi la paracha à l'estouma? Ça veut dire que le vaille écrit, c'est la continuation de quoi? De ce qui s'est passé avant. Ouais. Ça veut dire que quoi? C'est une conséquence. Que Yaakov, lui aussi, était avec les autres. il s'est senti bien. Lui aussi s'est senti bien. On l'a dit, la première explication qu'Yaakov a arrêté de souffrir. Oui. Mais c'est pas seulement qu'il a arrêté de souffrir. Lui aussi, finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Non, il a profité avec On va dire, à la limite, lui aussi s'est senti un peu chez lui. Et donc il a pas beaucoup crié sur quoi? Et c'est la galoute. C'est-à-dire quoi ça? Nistam Aketz. On a entendu de lui que quoi? Qu'il dise, hé, la galoute, ça commence. Il faut demander tout de suite à Géoula. Bah on aurait pu alors... Et Yaakov Avinu se tait. Alors ça aurait dû être Sagour alors. C'est exactement ce qui se passe. Non, mais ça aurait... non, pas Satoum, Sagour. C'est-à-dire que ça aurait été... il y aurait eu un blanc pour dire qu'il dit quelque chose. C'est la continuation du Passouk d'avant. C'est la continuation générale du Passouk d'avant. Les Bnei Israël se sont implantés et Yaakov Avinu a vécu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Yaakov Avinu aussi, il était une partie de cette implantation. C'est quoi? C'est une sorte de Tochacha contre Yaakov? C'est une sorte de, on va dire, c'est une sorte de Tochacha sur Yaakov Avinu. Que finalement, il aurait dû dévoiler le quête, c'est il l'a pas fait. Et non, Nistam Ben. Nistam Ben, ça veut dire que quoi? On l'a empêché. Que c'est-à-dire qu'on l'a empêché. Que lui-même, il a perdu sa prise de conscience. On va dire comme ça, jusqu'à une certaine limite. Quand Yaakov Avinu va décéder, qu'est-ce qui se passe? Tout se réveille. Yaakov Avinu va arriver à décéder, qu'est-ce qu'il dit? Hé, vous m'enterrez pas ici, hein? Vous m'enterrez en Eretz Israël. Pendant 17 ans, où il était Yaakov? Ils ont terminé la famille, d'accord? Yaakov Avinu, il est arrivé, la famille s'est terminée. Il est descendu, hein? Il y a le poste de Yosef. Quel poste de Yosef, et alors? Alors, parce qu'il y a le poste de Yosef, tous les enfants d'Israël sont en Égypte, au contraire. Retournez tous en truc. Et dit à Yosef, bon, dès que tu termines ton poste, reviens nous voir. Mais qu'est-ce qui se passe? Yaakov Avinu va là-bas, il vit 17 ans. Quand c'est qu'il se rappelle d'Eretz Israël? À la fin. Quand il va mourir. Quand il va mourir, il dit, il se rappelle d'Eretz Israël, et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il dit? Enterrez-moi là-bas. C'est notre pays, il est là-bas. Oui, mais justement, tu descends en Israël. Oui, il descend, parce que là-bas, c'est là-bas que je vais accomplir la promesse que j'ai faite à ton père et à ton grand-père. Non. Pourquoi il devrait s'inquiéter en quelque sorte? Pourquoi? Parce que de toute façon, c'est comme ça que va s'accomplir la névoie. Tu as raison que c'est là-bas que la névoie va s'accomplir. Mais c'est justement ça la difficulté. On aura attendu justement qu'il y a Yaakov et ils nous disent, mais je veux pas qu'il y ait de l'esclavage, je veux pas qu'il y ait de la servitude. Il ne veut pas aller contre Saint-Hachem. Hein? Il ne veut pas aller contre Saint-Hachem. C'est pas battre contre Saint-Hachem. La Saint-Hachem, c'est pas que le peuple juif il souffre. La névoie, toutes les névoies, comment ça s'appelle? Elle peut s'améliorer. D'accord? La difficulté, c'est quoi? La galoute, elle commence véritablement quand nous, on oublie de quoi? De demander la galoute. C'est là qu'il y a véritablement. La galoute la plus noire, c'est celui qui ne se rend pas compte qu'il est en galoute. C'est ça la galoute la plus noire. C'est le malade le plus grand, c'est celui qui n'est même pas conscient qu'il est malade. Quand quelqu'un est conscient qu'il est malade, il peut s'en occuper, il peut traiter le problème. Celui qui n'est pas conscient qu'il est malade, c'est un Benora. Et en fait, ce qui se passe, c'est que Nistam Aketz, les Bnei Israël, ils sont en Égypte, ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont pas chez eux, ils se sentent à la maison. Oui. Ah, il y a une question à vous poser. Je t'écoute. Vous avez dit dans votre discours là que. Vous avez dit que. Alors attendez 2 minutes. Ah oui, que en réalité Yaakov n'a pas essayé de réveiller les autres juifs en retournant en Israël. Mais pourquoi avant de mourir il les a pas réveillés, ça je comprends. Justement, quand il va mourir, il va les réveiller. Non, il juste quand vous dites vous, juste j'ai l'impression qu'il dit juste enterrez-moi là-bas, c'est tout ce qu'il y a. Non, c'est une manière de les réveiller, parce que pendant 17 ans il s'est tué. Quand il va mourir, il dit bon, enterrez-moi là-bas.
le français qui est vraiment enraciné en France, te dit vous m'enterrez à, comment ça s'appelle là? Père Lachaise. À... Père Lachaise. Non, Père Lachaise, c'est... Ah non, oui, Pantin. À Pantin, Ah, vous m'enterrez à Pantin, d'accord? Et c'est là vraiment que tu vois que le bonhomme, il est vraiment, comment ça s'appelle? Attaché à son pied. Il est vraiment... Mais celui qui va te dire même quand il y a... Oh, vous m'enterrez en Israël, ça veut dire quoi? Il y a quelque chose qui le... Ouais, il y a quelque chose qui titille, quoi. Il y a quelque chose qui le... Pourtant, moi je connais beaucoup de gens qui le bloque. en Israël, mais ils se sentent. Enfin, ils sont complètement dans un esprit. Mais ils se sentent... Ça veut dire que c'est pas pour rien. Voilà, c'est une face cachée, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Quelqu'un qui dit enterrement en Israël, c'est pas pour rien. Il sait qu'il y a quelque chose de spécial. D'accord? Donc c'est déjà un début de Géoula. Pas vraiment dans les textes, c'est marqué que c'est pas bien de faire De quoi? c'est pas bien de se faire enterrer en Eretz Israël. Pour celui qui n'a pas vécu en Eretz Israël. Il y a marqué, où est Tartsi, vous venez à purifier ma terre. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu attend de nous qu'on vive en Eretz Israël, pas qu'on meure en Eretz Israël. D'accord? Mais le Ramban il dit que ça dépend pourquoi. Je vous dis un truc, ça dépend pourquoi. Le Ramban il dit ça dépend. Celui qui avait une aspirance à habiter en Eretz Israël, alors s'il se fait enterrer en Eretz Israël, c'est Besséd. Celui qui n'a aucune aspirance à habiter en Eretz Israël et qui vient en Eretz Israël rien que parce qu'on lui a dit qu'en Eretz Israël, il y a une plus grande capara. Elle dit alors qu'est-ce que tu viens? Tu te sers de ma terre pour ta capara? C'est un ordre. Je suis pas d'accord, parce que c'est Rambam, c'est ça qui. Ramban. C'est à l'époque, Israël c'était impossible pour aller. Voilà. Un grand risque. C'est pour ça que j'explique le Rambam. On explique des choses. Non, c'est pas vrai. Il y a des fois des gens qui veulent monter. 1 million de fois. Il y a des fois des gens qui veulent monter, ils ont une difficulté. Parce qu'ils sont en train de travailler, ils se disent j'attends la retraite, etc. Et finalement, bon, ils décèdent prématurément. Mais tu sais qu'il y avait une volonté comme ça, d'accord? Qu'il y avait toujours ce rêve, on en parlait à la maison, un jour on va faire la LIA. Bon. Alors tu te dis, bon, il y avait une comment ça s'appelle, une aspiration. Bon, on ferme la parenthèse. Donc l'idée est très claire. L'idée c'est quoi l'istémou? C'est pourquoi la paracha l'estouma? C'est pour te dire en fait que finalement il y a eu une implantation sérieuse sans véritablement de rêver. Et pour ça, pour nous aussi c'est un message je pense qui est très important. Nous on voit les choses maintenant de façon, on va dire de l'autre côté de la médaille, le revers de la médaille. Nous, bon, on a terminé la galoute. On vient en Eretz Israël. Nous aussi on ne doit pas s'endormir. Voilà, on est bien, on a Kochav Yaakov, il y a l'armée, il y a tout ce qu'il faut. Extraordinaire. Extraordinaire. Attention. On est arrivé qu'une toute petite partie de ce qu'on attend. C'est pas du tout ça ce qu'on attend. C'est vrai que Baruch Hashem, il y a une tranquillité, on peut étudier la Torah tranquillement, tu vas à la Kippa, il n'y a aucun problème. Il y a une, comme ça s'appelle, une fierté nationale, tout ce que tu veux. Où est le Beth Amikdash? Où sont les Korbanot? Où est le Sanhedrin? Où est le roi David? C'est tout ça ce qu'on attend. C'est ça ce qu'on attend pour de vrai. Il ne faut pas s'endormir non plus. Il ne faut pas s'habituer, voilà, on est bien, on s'est installé, on est sympa, c'est bien. Non! Ça aussi, c'est de l'autre côté. Il ne faut pas, on va dire dans le sens inverse aussi, il ne faut pas oublier. Il ne faut jamais oublier où c'est véritablement qu'on veut arriver. Il ne faut pas qu'on oublie que le Beth Amikdash, tant qu'on appelle Beth Amikdash, on n'a rien. Alors, c'est pas qu'on n'a rien, bon, on ne pourra pas faire sur tout ce qu'on a, mais il nous manque, on va dire, l'âme de la nation. Alors c'est vrai que nous avons une difficulté, parce que nous n'a pas vécu le Beth Amikdash pour savoir véritablement ce qui nous manque. Mais c'est exactement ça le malade qui ne sait pas qu'il est, malade. Mais alors, il ne faut pas s'endormir. Il faut chercher, bon, alors je suis malade, je ne sais pas qu'il est malade, je ne ressens pas ma maladie. Mais il faut que je sois conscient que si je ne ressens pas ma maladie, c'est-à-dire que je suis vraiment très malade. Je suis complètement malade. D'accord? Il y a 2 jours, on a fait Tzom Asara Betevet. D'accord? Vraiment, on a beaucoup pleuré. D'accord? On a inondé le sol de larmes. Sur. Il ne faut pas pleurer, sur la tour, il faut pleurer. Tu vas pleurer à Sarah Betevet? Tu vois que tu es malade? Il a peur parce qu'il n'a pas mangé. Voilà, il n'a pas peur parce qu'il n'a pas mangé. Tu vois que on est malade? On est malade. Tu te rends compte qu'à l'époque du Beth Amikdash, ceux qui ont quitté le temple, d'accord, on leur a dit venez chanter un chant du temple.
les Lévites, ils se sont mordus les doigts et les ont arrachés. On dit on ne chantera plus jamais, on n'a plus de raison de vivre. Les gens, ils ne voulaient plus manger, ils ne voulaient plus boire, ils ne voulaient plus se marier. Tu te rends compte? C'est-à-dire que quand ils ont perdu le Beth Amikdash, ils ont perdu la raison de vivre. Et nous, quand ça se termine, les jeunes, le ventre, comme ça s'appelle, tu comprends? Ça veut dire quoi? On est complètement À l'ouest. à l'ouest, ouais, ça tu l'as dit. On est complètement À l'ouest. on est malade complètement. D'accord? Nous aussi, d'accord, de la même manière que c'est une grande maladie à être en galoute et à ne pas être conscient qu'on est en galoute, il y a une grande maladie à être en Eretz Israël et croire que ça y est, on a terminé le travail. Pas du tout. Nous sommes que, on va dire, je ne sais pas exactement où, dans quel pourcentage, mais en fait, on a encore du travail. Il y a encore beaucoup de travail. Il y a encore beaucoup de travail au niveau éducationnel. Il y a encore beaucoup de travail au niveau émouna. Il y a encore beaucoup de travail au niveau politique. Énormément de travail pour arriver véritablement à ce que nous devons arriver. En bouteille, je résume. La paracha Stouma, c'est pas un jeu de mots. La paracha Stouma, c'est une lecture des psukim dans leur contexte. Nos sages nous disent en fait, si la Torah nous a mis le paracha Stouma, ça veut dire que tu dois lire ce pasouk comme la continuation des psukim d'avant et le comprendre dans le contexte des psukim d'avant. Et pas comme le début d'une nouvelle lecture. Bezrat Hashem, nous avons, comment ça s'appelle, sorti quelques messages pour nous, d'accord? De ne pas être, comment ça s'appelle, de pas s'endormir, on va dire, sur les lauriers, Bezrat Hashem, et je pense que c'est très très important pour nous. Et deuxième point qu'on a dit pour nous aussi, nous sommes une génération charnière, à nous de faire passer le message aux générations futures. Bon, Radona et Amen. Amen.